Then let's start. At first, I would like to welcome you to our press conference. As you know, at the moment, the conflict situation in Turkey is increasing again. Some 100 detained Kurdish people are in the hunger strike, and that's the main reason why we invited you to follow this press conference. But the very concrete reason is that my colleague Marie-Christine Vergiat visited Turkey the last days. She came back yesterday night, and at first I will give the floor to Marie-Christine. She contacted and visited the hunger strikers, and she had a very fresh, a very new impression about that, what happened. And after that, I will make some recommendation from the point of view of Brussels, and then Eyüp Dodo, I welcome him too, will make some closing recommendation. But at first, I would like to give the floor to you, Marie-Christine, please. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation, lancée un peu à la dernière minute en fonction du contexte politique actuel en Turquie. Donc j'étais effectivement en mission dans la partie kurde de Turquie depuis mardi dernier. Donc nous avons passé 6 jours sur place. J'étais dans le cadre d'une mission de l'Association nationale des élus communistes et républicains, qui comprenait, outre moi-même, un sénateur du Front de gauche, le président de l'Association nationale des élus communistes et républicains, qui est maire de Champigny-sur-Marne, une grande ville de la région parisienne, et d'un certain nombre d'autres élus de toute la France. Cette mission n'a pas été diligentée sur place compte tenu du contexte, mais avait été organisée de longue date, notamment à la suite d'une visite que nous avions déjà effectuée sur place en février dernier, avec Michel Billou, le sénateur qui m'accompagnait. Donc nous avons, y compris, pu constater l'évolution de la situation depuis le mois de février dernier. Je voudrais, en préalable, avant de vous parler du problème de la grève de la faim, vous donner mes impressions sur les informations que j'ai pu recueillir au cours de cette mission, sachant que nous avons rencontré un panel de gens assez diversifiés. Nous avons rencontré bien évidemment des élus, puisque nous étions une mission d'élus. Nous nous sommes rendus notamment à Diyarbakir, à Batman et à Sirte. À chaque fois, nous avons rencontré les élus locaux, et nous avons aussi rencontré des associations, notamment les associations de femmes, le barreau des villes concernées, donc des avocats, des médecins, notamment ceux qui vont rendre visite aux grévistes de la faim, des militants des droits de l'homme, des familles de détenus et les maires de la paix qui organisent un mouvement depuis plusieurs années par rapport aux vagues d'arrestations. Ce que nous avons constaté, ce que nous avons entendu, c'est qu'une vague d'arrestations sans précédent avait commencé notamment à partir de 2009. À partir du printemps 2009, notamment les premières vagues d'arrestation d'élus vagues importantes d'élus ont eu lieu dès le mois d'avril 2009, alors que les élections avaient eu lieu le 29 mars 2009. Je dirais, en me permettant un commentaire politique, c'est qu'après le succès de l'AKP aux élections de 2007, l'AKP a pris un revers dans la partie kurde de Turquie en 2009. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un mouvement
d'arrestations, de répression politique sans précédent, puisqu'aujourd'hui, il y a environ 10 000 prisonniers politiques dans les prisons kurdes. Ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai entendu dans les arguments qui me sont renvoyés depuis 6 jours, depuis que je témoigne en direct sur les outils Internet, que nous disons que tous les prisonniers turcs sont des prisonniers politiques. Il y a actuellement 140 000 personnes dans les prisons turques pour 70 000 places. Et les représentants des militants des droits de l'homme que nous avons rencontrés disent que pour tous les prisonniers, les conditions d'enfermement dans les prisons turques sont assez inacceptables. Mais sur ces 140 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui ne sont enfermées qu'en raison de leur engagement politique, au sens large du terme, c'est-à-dire qu'ils soient militants associatifs, militants des droits de l'homme, avocats, tous ceux qui osent se montrer solidaires du peuple kurde ou simplement d'ailleurs critiquer la politique actuelle du gouvernement. La plupart de ces personnes attendent leur procès, puisqu'il y a dans ces 10 000 personnes environ 6 000 personnes qui sont détenues dans le cadre de ce qu'on appelle le procès du KCK, qui n'a toujours pas eu lieu et qui permet chaque jour de nouvelles arrestations. Je reviendrai sur les conditions de ces arrestations. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, d'après ce qui nous a été dit, sans avoir la moindre mise en examen. Donc il y a de la détention arbitraire qui n'est pas digne d'un pays qui se prétend démocratique. Ils ne savent même pas, la plupart du temps, officiellement, pourquoi ils ont été arrêtés et mis en prison. L'impression globale que nous avons eue, c'est qu'en Turquie, la justice fonctionne de plus en plus mal. Un membre du barreau de Batman que nous avons rencontré nous a dit notamment: nous avons l'impression la plupart du temps que les juges ne nous écoutent pas. Ils sont seulement là pour mettre des sanctions sur les preuves que la police leur ramène. Il n'y a aucune enquête judiciaire. Nous avons entendu des choses assez étonnantes et je vais donner quelques exemples concrets. Beaucoup d'arrestations reposent sur des dénonciations ou des écoutes téléphoniques. Nous avons rencontré le père d'une des jeunes femmes qui fait la grève de la faim depuis 58 jours, si j'ai bien calculé aujourd'hui. Cette jeune femme a été arrêtée en avril 2010 sur une dénonciation que je qualifierais d'anonyme, ou plus exactement d'anonymisée, puisqu'il n'a pas moyen de connaître l'identité de cette personne, soi-disant pour la protéger. Il ne peut pas y avoir de confrontation avec l'auteur de la dénonciation. Donc sur la base d'une seule dénonciation, cette jeune femme est en prison depuis avril 2010. Nous avons rencontré le frère d'un jeune homme qui est lui aussi en grève de la faim, qui a été arrêté dans le cadre d'une opération militaire. Ils ont été tous les deux arrêtés. Le jeune homme en grève de la faim et le frère qui a témoigné. Ils ont subi 42 jours de torture par la police. 42 jours. Je ne m'étendrai pas sur les détails des tortures qu'ils ont subies pendant 42 jours. Et au bout de 42 jours, le jeune homme en question a avoué. J'appelle ça, moi, des aveux forcés. Le frère qui n'a pas avoué a été libéré. Le frère qui a avoué a été condamné à 33 ans de prison sur des aveux après 42 jours de torture. Je vous laisse juge. Il y a un système d'écoute téléphonique généralisé. Tout est prétexte à incarcération. Nous avons reçu le téléphone d'une jeune femme qui avait reçu le témoignage d'une jeune femme qui avait été emprisonnée parce qu'elle avait dit à une de ses amies qu'elle se donnait rendez-vous pour aller boire un thé. Aller boire un thé, ça veut dire qu'on va à une réunion publique clandestine, qu'on va à une réunion interdite. C'est traduit comme ça parce que les autorités policières considèrent que tous les messages qui sont sur les écoutes téléphoniques sont codés. Il nous a été dit, notamment par les avocats, que les conversations étaient souvent enregistrées en kurde.
qu'il ne leur était pas possible d'avoir les originaux de ces conversations, donc qui sont la base même de la mise en accusation. Le kurde est interdit dans les procès. Donc ils ne peuvent pas être, les pièces en kurde ne peuvent pas être versées. Donc les autorités policières traduisent, je ne fais pas de commentaires, en turc et versent leur traduction et seulement leur traduction dans les dossiers. Cela ne me paraît pas digne d'un système de justice démocratique. Dans n'importe quel pays démocratique, on verse au dossier la pièce qui est originale, qui est à la base de l'incrimination. Il n'est sans doute pas un hasard si la Turquie a été condamnée plus de 1600 fois par le Conseil, par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur la question des procès. Ce ne sont que quelques-uns des témoignages que nous avons recueillis, les sources qui nous ont été données. Donc sur ces 10 000 prisonniers politiques, il y a environ 6 000 personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur dans le cadre du procès KCK. Les gens qui sont en prison sont majoritairement des Kurdes, mais pas seulement. De plus en plus, ce sont l'ensemble des démocrates, des progressistes, qui sont arrêtés et mis en procès dans le cadre, et mis en accusation dans le cadre de ces procès. Ce sont bien évidemment des élus. Il y a environ 200 élus actuellement qui sont en prison. Des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des maires. Nous avons rencontré le maire, comment on peut dire, provisoire de Batman, puisque le jeune maire, âgé de 35 ans, de Batman, élu en mars 2012, a été arrêté en décembre de la même... 2009, pardon. En mars 2009, a été arrêté en décembre 2009 et est toujours en prison dans le cadre d'un procès qui n'a toujours pas eu lieu. Il y a actuellement 6 députés qui sont actuellement en prison. Tous ces gens ont été élus démocratiquement. Le BDP est un parti qui est reconnu, qui siège au Parlement turc. Nous les avons rencontrés. Et ils sont néanmoins en prison en raison de leur expression politique, soi-disant pour complicité avec le terrorisme. Nous y reviendrons si vous le voulez. Il y a actuellement 2000 étudiants qui sont en prison. Des dizaines de journalistes, dont 38 avocats qui ont osé être avocats de Öcalan. 38 avocats. Ils sont des dizaines et des dizaines, par ailleurs, d'avocats qui sont accusés uniquement d'avoir fait leur métier, d'avoir osé défendre des gens qui sont accusés d'être terroristes. Il y a actuellement une centaine de journalistes qui sont en prison en Turquie. Eux aussi, pour avoir osé faire leur métier et dire ce qu'il se passait actuellement en Turquie. Il y a aussi beaucoup de syndicalistes, et notamment de syndicalistes enseignants, parce que ces hommes et ces femmes ont osé parler kurde la plupart du temps. Donc cette situation est totalement insupportable. Ce que nous avons entendu aussi, notamment dans la population quand nous nous sommes promenés dans les rues des différentes villes que nous avons visitées. Les gens venaient nous interpeller et venaient nous dire « Que font vos gouvernants? Que fait l'Union européenne ?» Nous avons l'impression que les Européens nous ont abandonnés. Dans les années 90, le Parlement européen avait montré sa solidarité avec le peuple kurde en désignant Leyla Zana comme prix Sakharov. Depuis, il y a pour le moins, sinon un silence, un recul de la solidarité par rapport à l'ampleur de ce qui se passe. J'ai eu l'occasion aussi, pour préparer cette mission en Turquie, de voir ce que disaient les médias dans leur ensemble. Le but n'est pas de faire un procès aux médias, ce n'est pas mon style. Mais je vous conseille de faire l'exercice et de voir ce qui est dit dans les médias européens sur la situation du peuple kurde. Pendant que nous étions là-bas, je regardais un petit peu ce qui se passait. J'ai vu que beaucoup de gens avaient pris position par rapport à la question de l'arrestation d'Aurore Martin. Je suis solidaire de tous ceux qui ont
dénoncer la façon dont Aurore Martin avait été arrêtée. Mais je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures qui n'est pas supportable. Et ce que nous voulons après, en signe de témoignage, c'est essayer de casser ce mur du silence qui n'est pas supportable. Deux mots et j'arrêterai là sur la grève de la faim. Il y a actuellement, alors mardi c'était 717 personnes, je ne sais pas si on en est aujourd'hui, parce qu'apparemment il y a des gens qui se joignent de jour en jour à la grève de la faim, 717 personnes qui sont en grève de la faim en Turquie, en jeûne de la mort, nous ont-ils dit. Nous n'avons pas pu les rencontrer, parce que le gouvernement turc a refusé de nous donner l'autorisation d'aller voir ces gens dans leur prison. Qu'ont-ils à cacher pour nous empêcher d'aller voir ces gens en prison? Leur revendication n'est pas des revendications pour leurs conditions d'incarcération. C'est une grève de la faim politique. Ils demandent essentiellement trois choses. Le droit à la langue kurde dans le cadre des procès. Le droit à la langue kurde dans l'enseignement. La fin de la mise en isolement de M. Öcalan et sa libération. C'est vraiment des revendications politiques et des revendications, ils nous l'ont répété et redit à plusieurs reprises, sur des droits fondamentaux, des droits qui sont reconnus par l'ensemble des conventions auxquelles tient l'Union européenne et auxquelles, pour la plupart, la Turquie a adhéré dans le cadre de son adhésion au Conseil de l'Europe. Et je voudrais dénoncer l'attitude de M. Erdogan, et j'en terminerai par là. Au moment où nous étions là-bas, M. Erdogan est venu en Allemagne et en Ukraine, et il a dit qu'il n'y avait pas de grève de la faim dans ces prisons. Au même moment, le ministre de la Justice turc reconnaissait qu'il y avait 680 prisonniers qui étaient en grève de la faim. C'est quoi ce double discours? Ce n'est pas comme cela que nous allons pouvoir avancer. Je dis il y a urgence pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Il faut que les uns et les autres puissions réagir pour dénoncer ce qui se passe. Ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable pour tous les gens qui se revendiquent de la démocratie. Ja, ich möchte ein paar ganz kurze Anmerkungen ergänzen. Zunächst mal möchte ich sagen, dass meine Fraktion, die GUE/NGL, solidarisch ist mit den Hungerstreikenden. Wir unterstützen diese politischen Forderungen ausdrücklich. Aber ich glaube, diese Solidarität begrenzt sich nicht nur auf unsere Fraktion. Es wird hier im Parlament zur Kenntnis genommen. Ich bin nicht Sprecher des Parlamentspräsidenten, aber ich bin darüber mit ihm etwas im Austausch. Er hat zur Kenntnis genommen, und es ist bei ihm angekommen, ich glaube, das kann ich hier schon sagen, in welcher Situation die Hungerstreikenden sind und dass die Situation inakzeptabel ist. Und ich glaube, was ich hier auch sagen kann, ist, dass also auch seitens des Präsidenten die Situation verfolgt wird und er auch dort etwas reagieren wird. Mehr kann ich nicht sagen, mehr weiß ich auch nicht. Da müssen Sie sich mit dem Büro des Präsidenten in Verbindung setzen. Das wäre vielleicht aber nicht schlecht. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass hier im Parlament etwas passiert, um ein bisschen das an Eindruck zu korrigieren, was Marie-Christine gesagt hat, dass in der Türkei zum Teil der Eindruck entstanden ist, dass das Europäische Parlament die Situation der kurdischen Bevölkerung vergessen hat. Das ist nicht so. Wir haben regelmäßig jedes Jahr, und das steht auch jetzt wieder an, eine Konferenz zu dieser Problematik und Thematik gemacht hier im Parlament. Und ich bin auch stellvertretendes Mitglied der Türkei-Delegation und in den gemeinsamen parlamentarischen Sitzungen wird dieses Thema auch immer wieder angesprochen. Es ist natürlich nicht das einzige Thema, aber es wird angesprochen und der Türkei-Fortschrittsbericht, der kürzlich erschienen ist, hat ja auch sehr deutlich Kritik formuliert, die ja auch entsprechend dann kommentiert worden ist von türkischer Seite. Das möchte ich schon noch dazu sagen. Ich möchte das noch mal unterstreichen. Die türkische Regierung steht in der Pflicht, diese Situation zu ändern. Sie hat die Kopenhagener Kriterien akzeptiert und anerkannt durch die Verträge, die zwischen der Türkei und der EU abgeschlossen worden sind bezüglich des Beitrittsverfahrens. Sie kann nicht beitreten, das muss immer wieder deutlich gesagt werden, solange sie diese Kriterien nicht
nicht nur nicht anerkennt, sondern auch nicht umsetzt. Also die Vereinbarungen zwischen der EU und der Türkei lauten nicht, dass auf dem Papier etwas anerkannt werden soll, sondern sie lauten, dass was auf dem Papier anerkannt wird, in die Praxis umgesetzt werden muss, in das Alltagsleben umgesetzt werden muss. Insofern steht die Türkei, die türkische Regierung hier in der Pflicht, das zu erfüllen, was sie zugesagt hat. Und mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wir hatten vor 1,5 Wochen eine spontane Demonstration hier vor dem Parlament von kurdischen Bürgern und Bürgerinnen und sie haben sich noch einmal eingefunden mit einem Zelt auf dem Luxemburgplatz. Das wird hier im Parlament wahrgenommen. Wir verfolgen das mit Sympathie, mit Solidarität. Aber ich möchte auch die Kollegen, die Freunde und Freundinnen bitten, sorgfältig zu sein und darauf zu achten, dass es nicht zu Gewalttätigkeiten, nicht zu Konflikten hier kommt. Wir hatten vor 1,5 Wochen eine etwas kritische Situation. Sie ist mit viel Geduld, mit viel Verständnis von allen Seiten gut ausgegangen und aufgefangen worden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier dass es hier nicht zu Gewalttätigkeiten vor dem Parlament kommt, sondern dass es hier zu einem demokratischen Austausch kommt, zu einem gewaltfreien Austausch kommt. Das würde die Leute, die sich hier im Parlament stark machen für die kurdischen Interessen und Fragen, in eine sehr schwierige Situation bringen, wenn es zu Gewalttätigkeiten hier vor dem Parlament käme. Also insofern wirklich nochmal mein Appell, sich nicht provozieren zu lassen, egal durch wen, sondern Ruhe zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass es hier im Parlament wahrgenommen wird, was passiert, und darauf zu vertrauen, dass wir solidarisch sind und mit den politischen Aktivisten und Freunden Seite an Seite weiter kämpfen werden. Das war mir wichtig, noch mal zu sagen. Ich gebe dann das Wort an Eyüp Duru weiter. Bitte. Oui, merci. Je pense que les deux amis, ils ont tout dit sur la situation actuelle des grévistes et aussi la situation actuelle des Kurdes au Proche et Moyen-Orient. Nous savons qu'il y a quand même plus de 40 millions de Kurdes dans cette région qui demandent aussi le droit d'autodétermination, qui est un droit qui est légitime, qui est accepté par tous les peuples du monde entier, mais qui est refusé pour le peuple kurde sur sa propre territoire. La situation actuelle dans laquelle se trouvent les Kurdes de Turquie, c'est l'État turc qui ne veut pas reconnaître l'identité et les droits légitimes de notre peuple. La politique de terreur, des arrestations des élus, des arrestations des politiciens kurdes continue malheureusement. Même s'il y a des explications et déclarations contradictoires, ce qu'ils disent le président de la République est peut-être contredit par le Premier ministre, ou ce qu'ils disent le ministre de la Justice est contredit par le Premier ministre. Et ça, nous ne savons pas si c'est un jeu vraiment monté ou si c'est aussi une contradiction entre eux. Ce qui est clair, que les Kurdes demandent le droit d'autodétermination. Ce qui est clair, les Kurdes demandent surtout les grévistes, demandent deux principales demandes sont importantes. Le droit dans l'enseignement kurde, que les Kurdes doivent être reconnus comme langue de l'enseignement, et que les négociations entre le président du PKK, Öcalan, et aussi de différentes responsables des États doivent commencer pour trouver une solution politique de la question kurde. Je voudrais aussi retirer que toutes les partis politiques, inclus toutes les partis politiques kurdes en Kurdistan d'Irak, d'Iran, Turquie, Syrie, soutiennent les demandes des grévistes actuellement qui ont été justement dites. Et ces demandes sont des demandes légitimes. Ces demandes ne sont pas seulement demandes des grévistes, sinon les demandes de tout le peuple kurde avec tous ses composants politiques et divers. Et je voudrais aussi dire que la politique qui mène la Turquie, la politique de terreur des arrestations contre les élus, les politiciens kurdes,
malheureusement aussi, de temps en temps, ils se sont aussi poursuivis en Europe. Et c'est le cas aussi d'un de nos politiciens d'Adem, Uzun, qui était détenu en France, sous la demande, bien sûr, de la Turquie et là, en collaboration de l'ancien gouvernement de l'État français. Je répète que les demandes des grévistes sont légitimes et toutes les partis politiques aussi présentes dans le Parlement européen doivent quand même soutenir. Et c'est une demande légitime et je pense que nous avons aussi pu parler avec tous les groupes politiques présents au Parlement européen. Ils sont tous au courant et le peuple kurde demande la solidarité. Le peuple kurde demande aussi que la Turquie accepte tous les critères de Copenhague qui sont les valeurs qui composent justement l'Union européenne. Et ces valeurs-là aussi, ils doivent être acceptées par la Turquie. Et il ne faut pas accepter des exceptions en ce qui concerne les valeurs internationales et les droits de l'homme international. Merci. Ich möchte einen letzten Satz noch sagen. Aus meiner Sicht ist ein großes Problem, dass ein Teil der Mitgliedsländer, der Regierungen der Mitgliedsländer, sich von der türkischen Regierung einwickeln lassen. Ich spreche da unter anderem auch von der deutschen Regierung. Wie eben schon von Marie-Christine gesagt wurde, ist Erdogan kürzlich in der Bundesrepublik gewesen. Die deutsche Regierung lässt sich völlig unkritisch auf die Sichtweise von Erdogan ein, ignoriert selber an dieser Stelle die Einhaltung der Kopenhagener Kriterien durch ihre Haltung, indem sie nämlich nicht nachfragt, nicht anmahnt, was von kurdischer Seite gesagt wird. Es wäre ja auch durchaus denkbar, dass die deutsche Regierung als Regierung eines EU-Mitgliedstaates, für die also die Kopenhagener Kriterien und die Menschenrechte grundlegend sind, die sind auch in der deutschen Verfassung verankert. Von daher wäre eigentlich von den Mitgliedsregierungen zu erwarten, dass sie dieses Thema kritisch mit Erdogan, wenn er den Besuche wahrnimmt, diskutieren. Das tun sie nicht. Damit unterminieren die entsprechenden Mitgliedstaaten, die entsprechenden Regierungen die Grundwerte der EU, und das ist scharf zu verurteilen an dieser Stelle, und die sind aufzufordern an dieser Stelle, egal wer das ist, diese Art von Politik, von konterkarierender Politik zu unterlassen und zu beenden und sich im Sinne von Menschenrechte für die kurdische Sache einzusetzen und für eine Lösung der Konflikte in der Türkei einzusetzen. Si vous permettrez, je donnerai aussi quelques éléments de mon point de vue sur la question que vous avez posée à Eyüp Duru, puisque nous étions mardi au Parlement turc à Ankara, au moment même où les déclarations se faisaient. Donc, et d'ailleurs, la question de l'intention du gouvernement de trouver une solution humaine rejoint un petit peu ça. Sur la question de la rencontre avec les grévistes de la faim, nous avons fait, avant notre départ, une demande officielle aux autorités turques pour nous rendre dans les prisons et rencontrer les grévistes de la faim. La veille de notre arrivée, le gouvernement turc a refusé. C'est pour ça que nous nous sommes rendus devant les prisons, en solidarité avec les personnes qui manifestaient, notamment devant la prison de Diyarbakir, mais aussi à Batman, où il y a une grève de la faim organisée par les maires de la paix, parce que nous nous sommes heurtés à un refus des autorités turques, alors que nous avions fait une demande officielle. Dans ce que nous avons entendu sur place, sur la volonté des autorités turques, je dirais que on ressent des choses contradictoires. Et je rejoindrai volontiers l'appréciation d'Eyüp Duru sur le fait qu'on ne sait pas s'il y a des contradictions à l'intérieur du gouvernement turc ou s'il y a un double jeu des uns et des autres. Samedi circulait une information selon laquelle le gouvernement turc ferait peut-être une opération pour forcer les grévistes de la faim à arrêter leur grève. Nous sommes aujourd'hui jeudi, ça n'a pas eu lieu. Entre-temps,
la Chambre des médecins, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, a pris position, qui est la principale instance représentative des médecins turcs, a pris position, une position de solidarité, je dirais, avec la grève de la faim, et surtout s'est prononcé contre une opération d'action forcée par rapport aux grévistes de la faim. J'ai envie de dire, en la matière, la Turquie a de tristes souvenirs, puisque c'est dans les années 90 qu'il y a eu une opération de ce genre qui s'est soldée par des dizaines de morts. Et donc on sent bien qu'il y a une tension par rapport à ça. On était au Parlement turc quand il y a eu l'annonce faite sur la possibilité d'une loi en urgence pour permettre aux Kurdes de s'exprimer dans leur langue dans le cadre des procès. Ce que nous avons ressenti, c'est de l'interrogation par rapport à ça, y compris que, alors je m'excuse auprès des interprètes, mais en français on dit chat échaudé craint l'eau froide, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de promesses en la matière que la majorité des Kurdes sont très méfiants vis-à-vis des promesses que peuvent leur faire le gouvernement turc et notamment le gouvernement de l'AKP. Parce que quand ils ont été élus en 2002, ils avaient fait beaucoup de promesses aux Kurdes et que les résultats des élections en 2007 traduisaient l'espoir du peuple kurde qu'enfin une solution soit trouvée à la question kurde. Et donc, je dis, est-ce un signe? Est-ce que cela se traduira dans la réalité? Je crois que les députés du BDP sont très vigilants par rapport à ça. Ils ont d'ailleurs plutôt, je dirais, tendu la main au gouvernement en la matière, disant que si le gouvernement traduisait cela en acte, c'était un signe que les grévistes de la faim devaient entendre, parce que tout le monde maintenant commence à être tétanisé par le fait que ces hommes et ces femmes risquent de mourir, du moins une partie d'entre eux. Ils sont plus d'une centaine à avoir commencé la grève depuis le début. Et 57-58 jours de grève de la faim, sachant qu'ils sont vraiment là dans une grève de la faim très dure, qu'ils refusent même désormais de rencontrer leur famille, y compris d'ailleurs qu'ils n'en ont plus la possibilité physique. Donc tout le monde est inquiet par rapport à la vie de ces hommes et de ces femmes. Donc moi j'aurais tendance à dire oui, j'espère que ce petit signe qui a été fait se traduira par une loi en urgence en la matière, parce que je pense que c'est un des signes qui peut être entendu. Et je pense aussi que si M. Erdogan acceptait que les avocats puissent enfin rendre visite à M. Öcalan, qui devient de plus en plus une icône pour le peuple kurde, parce que plus on le met à l'isolement et plus on en fait un leader de plus en plus, que je qualifierais volontiers, de plus en plus charismatique. Moi j'ai senti l'évolution entre février et la période actuelle par rapport à la population, donc y compris les conséquences d'ailleurs de la répression sur Névrose, qui à mon avis ne sont pas innocentes en la matière. Si M. Erdogan permettait aux avocats d'aller rendre visite à M. Öcalan, plutôt que de dire que M. Öcalan ne veut pas rencontrer ses avocats, ou de dire que les conditions climatiques ne permettent pas aux avocats d'aller sur l'île, ou que les bateaux sont en panne, qui sont les arguments habituels utilisés, je pense que là il y aurait un vrai signe politique et qu'on pourrait peut-être enfin permettre un dialogue politique qui me paraît être la question essentielle, le signe essentiel qu'attendent tant de gens dans la partie kurde de Turquie, et qui me paraît malheureusement, il y a eu tant d'espoir déçu en la matière. Et je dirais une chose d'ailleurs, que quand nous avons été à Ankara, nous avons aussi pris la peine, à notre demande, de rencontrer l'ambassadeur de France et le chef de la délégation de l'Union européenne pour avoir y compris plusieurs sons de cloche. Pour être bref, il n'y a pas des signes positifs qui peuvent débloquer la situation. Il y a des déclarations, comme je le disais à la France, ces déclarations en contradiction. Il n'y a aucune situation qui peut nous montrer qu'il y aura des signes positifs
aujourd'hui ou demain. On vient de dépasser les 30 minutes pour la conférence de presse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut prendre encore une, peut-être. Allez-y. Oh, sorry. Basically, I have two questions. My first question is going to be about Turkish Prime Minister Erdogan's statement when he come to Berlin, and he said that he described the hunger strike as a show, and he said that there's only one person who's in hunger strike, you know. And since Monday, you know, at the current figure, there are 10,000 strikers joined the hunger strike at the moment. And how would you describe Erdogan's statement? And my second question, Democratic Society Congress made a statement after their group meeting yesterday, and they announced that they will be starting hunger strike as well. How do you describe that as well? And one more question, Turkish Prime Minister put the death penalty back on agenda. How do you describe that? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur les déclarations de M. Erdogan en Allemagne, répétées en Ukraine d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est au même moment où M. Erdogan dit en Allemagne, en Ukraine, qu'il n'y a qu'un gréviste de la faim, son ministre de la Justice, dans des déclarations publiques, dit qu'il y a 680 grévistes de la faim. Donc j'ai dit, moi, à quoi joue M. Erdogan? Est-ce qu'il y a contradiction entre les uns et les autres? Qui ment? Il y en a un des deux qui ment. Moi, je sais lequel, mais il y en a un des deux qui ment, visiblement. Et à quoi sert d'avoir un discours en interne et un discours en externe? Peut-être pour éviter de gêner le gouvernement allemand dans son soutien à l'AKP. Et la deuxième, c'était sur quoi? Concernant le pain des morts qu'Erdogan a prononcé. Oui, nous étions au Parlement turc quand M. Erdogan a fait cette déclaration. Là aussi, quel est le sens d'une telle déclaration? Quand on est membre du Conseil de l'Europe, quand on demande à rentrer dans l'Union européenne et qu'on se dit partisan de la peine de mort, du rétablissement de la peine de mort, on se demande effectivement qui fait la politique spectacle. Moi, j'ai l'impression, pour avoir rencontré tant de gens blessés dans leur chair, parce qu'on se promène dans la rue et les gens viennent nous dire « moi j'ai un fils, moi j'ai un père, moi j'ai un frère qui est en prison ». Et M. Erdogan plaisante et prétend qu'il n'y a pas de grévistes de la faim et il joue avec le rétablissement de la peine de mort. Donc je dis oui, il y a quelqu'un qui fait de la politique spectacle, mais c'est pas celui qui, mais c'est celui qui le dit et pas celui qui dénonce celle du peuple kurde. Ja, vielleicht nochmal zu der Frage, warum Erdogan das in Berlin gesagt hat. Man muss wissen, dass es eine ziemliche Kooperation zwischen der deutschen und der türkischen Regierung gibt und die türkische Regierung immer wieder interveniert in Deutschland und versucht, die Kurden zu isolieren und die Kurden als Terroristen darzustellen in der Bundesrepublik. Es gibt um die rund 1 Million kurdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Bundesrepublik und die Bundesregierung hat sich immer wieder gegenüber offensichtlich dem türkischen Staat verpflichtet, die politische Diskussion über die Lage in der Türkei, in der Bundesrepublik zu unterdrücken, wegzudrücken und zu minimieren. Und diese Botschaft innerhalb der Bundesrepublik bedeutet natürlich an die Öffentlichkeit, an die deutschen Medien gesagt, dass es ja, im Grunde, ihr habt es mit den Kurden nur mit Terroristen zu tun und die versuchen euch im Augenblick ein Schauspiel zu zeigen. Ihr dürft ihnen nicht glauben. Das macht Sinn innerhalb der innerdeutschen Debatte.
Und das zielt einfach darauf, die kurdische Seite unglaubwürdig zu machen und sie weiterhin als Terroristen darzustellen. Deshalb hatte ich eben schon gesagt, es ist eine Scham, dass sich die Mitgliedsländer, dass sich Regierungen der Mitgliedsländer, es ist ja nicht nur die Bundesregierung, es sind ja zum Teil auch andere Regierungen, hier zum Handlanger der türkischen Regierung machen und damit gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union als Union in ihrem Kampf für Menschenrechte unterminieren. Und das ist der eigentliche Skandal dabei. Im Grunde macht sich die Bundesregierung genauso zu einem Verbrecher, zu einem, wie es die türkische Regierung innerhalb der Türkei ist in der Kurdenfrage. Das muss man sehr deutlich sagen und herausarbeiten. Man muss im Grunde die Regierungen der Mitgliedsländer dazu zwingen und zu stellen, dass sie aufhören, die Politik der Europäischen Union, die Menschenrechtspolitik der Europäischen Union auf der Ebene der Mitgliedsländer zu unterminieren und zu konterkarieren. Das muss gestoppt werden, das muss aber auch einfach mal deutlich beim Namen genannt werden, was hier für ein Spiel läuft. Und da spielt die deutsche Bundesregierung, und zwar bislang egal von welcher Seite sie kommt, aus welcher politischen Ecke sie kommt, eine äußerst unbefriedigende und skandalöse Rolle. Oui, je vais tout à fait soutenir ce que vient de dire Jürgen, parce que c'est exactement ce que nous a dit le chef de la délégation de l'Union européenne. À Ankara, on a l'impression que les ambassades des différents pays concernés disent c'est à l'ambassadeur de l'Union européenne d'agir, et l'ambassadeur de l'Union européenne dit mais je ne peux pas agir sans avoir le soutien des États membres, et pour le moment, il n'y a quasiment aucun État membre qui me soutient quand je demande à faire des interventions directement auprès du gouvernement. Donc ça me paraît être effectivement un des points clés du dossier. Puis j'ai oublié de vous dire une chose, dans le cadre des témoignages que je peux apporter, c'est que samedi dernier, nous étions aux côtés des manifestants à Diyarbakir. Manifestation interdite par le gouvernement. C'était une manifestation à l'appel du BDP de solidarité avec les grévistes de la faim, que nous avons vu sur place comment la police intervenait par rapport à des militants pacifistes avec des blindés, un déploiement de forces policières extraordinaire, que nous avons reçu sur la tête les gaz lacrymogènes, que nous avons vu comment la population réagissait, avec un grand calme, je dirais, et une grande habitude, sans doute. Nous, on en avait moins. Et que nous avons dû intervenir auprès d'un des commissariats de Diyarbakir pour faire libérer des réalisateurs français et une journaliste italienne qui avait été arrêtée au cours de la manifestation. Nous avons passé l'après-midi auprès du commissaire parce qu'après intervention de l'ambassade de France, il était prêt à libérer les Français, mais pas le jeune réalisateur kurde qui était à leur côté. Donc nous avons vraiment été témoins non seulement de l'ambiance, mais aussi de la façon dont les choses se passaient. Et je voulais aussi ajouter ce témoignage à votre information. Je dirais seulement avec une phrase que l'Union européenne doit soutenir les possibles négociations entre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le BDP et le gouvernement turc pour trouver une solution politique à cette question qui gêne toute la région et qui aussi va mettre toute la région en guerre, parce que la question kurde touche l'Iran, l'Irak, Syrie et la Turquie. Et d'un grave problème dans un endroit a une influence sur les autres parties du Kurdistan.